Bonjour, capsule vidéo correspondant au cours Chimie 8, modélisation de transformation chimique. La première partie, vous la faites tout seul. C'est de simples révisions des réactions chimiques que vous avez déjà vues au collège. Donc, retrouvez à partir d'une petite phrase qu'est-ce que c'est que cette réaction chimique, qui sont les réactifs, qui sont les produits, et essayez de trouver l'équation de la réaction en ajustant les coefficients stoichiométriques. Si jamais vous avez oublié, vous flashez le QR code, ça vous mène vers une vidéo qui vous réexplique comment on fait. La partie 2, c'est la suite de nos transformations physiques. On avait vu la notion de transformation endothermique et exothermique. Ça va aussi s'appliquer aux transformations chimiques. Même définition, vous pouvez faire tout seul. Une fois que vous avez essayé de remplir votre feuille, vous avez la correction, vous pouvez vous dépatouiller. La partie grand 3, là par contre, je vais intervenir pour vous faire comprendre comment ça fonctionne. Alors, identifier les espèces importantes d'une transformation chimique. Chaque transformation chimique s'accompagne d'espèces chimiques qui vont voir leur quantité de matière évoluer. Mais il y en a pour lesquelles il va y avoir des choses différentes. Les espèces spectatrices, première définition, ce sont des espèces chimiques présentes dans le système, mais dont la quantité de matière ne varie pas au cours de la transformation. Autrement dit, comme leur nom l'indique, ces espèces, elles sont là, mais elles n'interviennent pas dans la réaction chimique. Deuxième définition, la notion de réactif limitant. Donc réactif, on sait déjà ce que c'est. Maintenant, réactif limitant, donc c'est une espèce chimique présente dans l'état initial qui réagit totalement. Autrement dit, sa quantité de matière dans l'état final sera nulle. Alors, application pour essayer de comprendre ces définitions avec un exemple. Donc cet exemple, c'est celui d'une réaction que vous avez vue dans la première partie. Je prends du carbone, 2 mols, du dioxygène, 0,4 mol, et puis du diazote. Alors pourquoi du diazote ? Tout simplement parce qu'en fait, ce mélange dioxygène-diazote, c'est de l'air. J'ai les quantités de matière initiale. Voilà les quantités de matière finale. Je vais comparer ces deux quantités de matière. Pour le cas du carbone, la quantité de matière diminue. C'est la définition d'un réactif. Pour le dioxygène, même chose, je passe de 0,4 à 0, la quantité de matière diminue, c'est un réactif. Mais en plus, le fait que cette quantité de matière finale soit nulle me fait penser à cette notion de réactif limitant. Pour la dernière espèce chimique, présente dans l'état initial, le diazote, 1,6 mol. Toujours 1,6 mol dans l'état final. Autrement dit, cette quantité de matière n'a pas changé. Même chose, c'est cette définition qui est mise en application. Autrement dit, le diazote présent dans l'air, c'est pas lui qui va permettre la combustion du carbone. Enfin, dernière ligne qui apparaît ici, qui n'était pas là, le cas du dioxyde de carbone. Lui, sa quantité de matière, elle est passée de 0 à 0,4. Elle a donc augmenté. C'est la définition d'un produit. Donc, petit résumé dans le tableau suivant, les réactifs, les produits, les espèces spectatrices, les espèces réactifs limitants et l'équation de la réaction. Vous avez un deuxième exemple, la transformation B. Essayez de faire le même raisonnement que ce que j'ai fait ici, de regarder vos évolutions des quantités de matière, essayez de trouver votre tableau correspondant. Vous mettez pause et puis vous prenez la correction derrière. Donc cette correction, les réactifs Cu2+ et Zn, c'est même des réactifs limitants. Si je regarde ici, il y avait indiqué que leur quantité de matière était nulle dans l'état final. Deux espèces qui ici, Cu et Zn2+, n'étaient pas présentes au départ, mais qui apparaissent dans l'état final, ce sont donc les produits. Les ions sulfates, dont la quantité de matière ne varie pas, spectatrices. L'eau,
L'eau, c'est pas précisé la quantité de matière. Bon, on suppose que c'est aussi une espèce spectatrice. Du coup, on va pouvoir en déduire l'équation de notre réaction. Et ce qui est important de voir, c'est que les espèces spectatrices, elles n'interviennent pas dans l'équation de la réaction. Donc on peut avoir plein d'espèces chimiques en contact, mais si elles n'interviennent pas, si leur quantité de matière ne change pas, elles n'apparaissent pas dans l'équation de la réaction. Donc cette notion de réactif limitant est très très importante. Alors ici avec les tableaux, c'est facile, on voit, hop, on trouve quantité de matière finale égale à 0. Maintenant on va essayer de trouver nous-mêmes qui va être réactif limitant d'une réaction à partir simplement des quantités de matière initiales. On va essayer de voir comment est-ce qu'on réfléchit à ceci. On va prendre un exemple. La réaction de combustion du dihydrogène dans le dioxygène, 2H2 plus O2 donne 2H2O. Donc j'ai dessiné les petites molécules, c'est souvent plus facile de comprendre. Ici, ce tableau me donne les proportions. C'est quelque chose d'important, cette notion de proportion, qui vont intervenir pour faire la réaction. Alors, j'ai donné ici 3 lignes à mon tableau. Ces 3 lignes vont correspondre à 3 cas particuliers. Le premier cas, je prends dans l'état initial 4 molécules de dihydrogène et 4 molécules de dioxygène. Et je regarde comment je peux les faire réagir grâce à ces proportions. Donc par exemple, ici, je vais cocher 2 molécules de H2 et 1 molécule de O2 pour fabriquer, il faut que j'enlève, pour fabriquer 2 molécules d'eau. Et puis je vois que je peux continuer à reprendre 2 molécules de H2, je vais les barrer différemment, hop, et 1 molécule de O2 pour aller, là encore, fabriquer 2 nouvelles molécules d'eau. Et puis vous voyez que là, je ne peux plus rien faire. Il me reste des molécules de dioxygène, mais j'en ai plus en H2. Donc je ne peux pas continuer ma réaction. J'ai pu faire un tour, 2 molécules d'eau, un deuxième tour, et puis je ne peux plus. Ça s'arrête là. Ça s'arrête parce que H2 est le réactif limitant, mais qu'il me reste encore à la fin 2 molécules de O2. Deuxième exemple, je vais faire la même chose. Je n'ai pas les mêmes quantités initiales de mes deux réactifs. Je reprends mon stylet, hop. Je prends 2 molécules de H2, 1 molécule de O2 et je fabrique 2 molécules de H2O. J'en ai encore 2 de libre et une de libre. Donc je continue. Je barre ces deux-là et je barre celle-ci pour fabriquer de nouveau 2 molécules d'eau. Et puis là, je ne peux plus continuer non plus. J'ai fait tourner ma réaction 2 fois, mais j'ai plus rien. J'ai ni H2 ni O2 de libre. Ce qui veut dire, d'après ce qu'on a vu au-dessus, que ces 2 molécules, H2 et O2, sont 2 réactifs limitants. Je n'ai plus rien à la fin en réactif. Dernier cas, vous voyez que j'ai grandement augmenté ma quantité de H2. Je refais pareil. Je prends ces deux-là, je prends une molécule de H2 et je fabrique 2 molécules d'eau. Je peux continuer. Je prends 2 nouvelles molécules de H2, une nouvelle molécule de O2 et je fabrique 2 molécules d'eau. Et j'ai encore de quoi faire. Donc je continue. Je vais les entourer cette fois-ci. 2 molécules de H2, une molécule de O2 et là je peux continuer encore à fabriquer 2 molécules d'eau. Par contre là, j'ai épuisé tout mon stock de O2. Donc je suis obligée de m'arrêter. Par contre, il me reste encore une molécule de H2. Donc dans cet exemple, cette fois c'est O2 qui a été le réactif limitant et il me reste du H2 dans l'état final. Donc vous voyez qu'à partir d'une seule et même réaction,
dans les proportions me sont données ici, 2H2 qui a besoin de 1 O2 pour former 2H2O, eh bien je vais me retrouver dans tout un tas de situations différentes. Alors maintenant, on va essayer de généraliser, de ne pas se placer simplement en comptant nos molécules, mais en travaillant sur des paquets de molécules sur les moles. Alors, on va essayer de noter. Donc oui, je n'avais pas ma dernière colonne là, mais je l'ai dit à l'oral. H2 réactif limitant, ici c'est H2VO2 et le dernier CO2. Donc vous pouvez compléter votre tableau. Donc, complétez le tableau précédent en décidant les molécules, ok. Le réactif limitant est-il le même dans les trois exemples? Ben non. De quoi va dépendre ce réactif limitant? Eh bien, il va simplement dépendre des quantités initiales qu'on va utiliser en réactif. L'expérience numéro 2 est un cas particulier. Les deux réactifs sont limitants. Pourquoi? Ben parce qu'ils sont introduits au départ dans les mêmes proportions que celles de l'équation. Et ces proportions, elles ont un nom particulier. Lorsque tous les réactifs sont limitants, on dit que la réaction se fait dans les conditions stoichiométriques. Ouh là là, comme le coefficient stoichiométrique. Dans ce cas, les quantités de matière des réactifs ont été introduites dans les proportions données par les coefficients de la réaction. Alors, j'ai donné la généralisation ici. On va voir très vite avec un exemple, n'ayez pas peur, ça peut faire un peu bizarre au départ, c'est A, bon, etc. Donc, j'ai pris une réaction chimique qui s'écrit petit a grand A, c'est-à-dire que grand A c'est mon espèce chimique et petit a c'est le coefficient stoichiométrique, qui réagit avec le coefficient stoichiométrique petit b et puis l'espèce chimique grand B pour former du C et du D. Bien, je vais aller calculer deux rapports particuliers. Je prends la quantité de matière initiale de l'espèce A et je divise par son coefficient stoichiométrique. Je fais la même chose pour l'espèce B, sa quantité de matière initiale que je divise par son coefficient stoichiométrique. Bien, si ces deux rapports sont égaux, je suis dans les proportions de la réaction, je suis dans les proportions stoichiométriques. À ce moment-là, tous les réactifs vont réagir entièrement, les deux réactifs seront limitants. Bien évidemment, ça ne va pas se produire à chaque fois. C'est qu'on l'a vu des fois. Ici, c'est finalement le nombre de tours de la réaction que je peux faire grâce à l'espèce A. Ou, avec ce rapport, NB sur B, le nombre de tours de réaction que je peux faire avec l'espèce B. Et bien évidemment, ce nombre de tours, il doit être le plus petit possible. C'est cette espèce qui va donner le réactif limitant. Alors, un exemple. La réaction, c'est 2H++ Fe donne H2 plus Fe2+. Je me mets dans trois situations initiales, cas numéro 1, numéro 2, numéro 3. Donc, je lis en ligne. Au départ, je mets 2 moles de fer et 6 moles de H+. Je calcule ces fameux rapports entre la quantité de matière et le coefficient stoichiométrique. 1 pour le fer, 2 pour H+. 2 divisé par 1, ça fait 2. Et 6 divisé par 2, ça fait 3. Vous voyez que ces deux rapports ne sont pas égaux. C'est-à-dire que je ne suis pas dans les proportions stoichiométriques. J'ai même que la quantité de matière de fer divisée par 1, son coefficient stoichiométrique, est plus petite que la quantité de matière de H+, divisée par 2, son coefficient stoichiométrique. Et bien ça va me permettre de prévoir que le fer sera le réactif limitant. Autrement dit, je peux entre guillemets faire 2 fois le tour de la réaction, mais pas plus, parce qu'après je n'ai plus de fer. Cas numéro 2. Deux quantités de matière, 3 et 4, je refais mes calculs, 3 sur 1 ça fait 3, 4 sur 2 ça fait 2, à cette fois, c'est la quantité de H+, qui est plus petite. Enfin, c'est la quantité de H+, divisée par son coefficient stoichiométrique, qui est plus petite que la quantité de matière de fer sur 1. Cette fois, c'est H+, qui sera le réactif limitant. Dernier cas, les deux rapports sont égaux. Je suis dans les proportions stoichiométriques. Fer et H+, sont tous les deux réactifs limitants. Vous faites pause, vous essayez de traiter le dernier exemple sous la forme d'un tableau exactement comme ceci. Et je vous donne la correction. Vous essayez de voir, de bien comprendre, et puis surtout,
d'essayer de comprendre quelles sont toutes les compétences attendues pour ce chapitre.